Bienvenue dans le podcast Agilou, le podcast de l'ESS et de celles et ceux qui la font. On est de retour aux journées métropolitaines de l'économie sociale et solidaire, dans les coulisses, comme on le voit autour de nous, des journées métropolitaines de l'économie sociale et solidaire, organisées par la métropole de Lyon. Et on continue notre galerie de portraits avec pas un Lyonnais, du coup, de l'étape, Nicolas Mérieux, qui n'est pas non plus un inconnu complètement comme ceux qu'on a vus juste avant. Donc Nicolas, qui a une activité autour de toutes ces problématiques de transition écologique et sociale, très diverses, très variées, puisque tu es dans l'opérationnel avec un travail sur l'agriculture, mais aussi les vidéos de vulgarisation et d'humour humoristique sur ces sujets-là. Ton spectacle que tu joues demain lors d'une soirée Positive in Lyon à la Bourse du Travail. Je ne vais pas vous dire prenez vos places parce que ce sera diffusé après, mais ça veut dire prenez vos places pour les futurs spectacles de Nicolas qui tournent régulièrement dans toute la France. Donc Nicolas, merci déjà de passer derrière le micro du podcast Agilou, mondialement connu entre le Rhône et la Saône. C'est un honneur. Merci. Donc Nicolas, le principe de ce podcast, c'est d'essayer de retracer un fil entre l'enfance, l'adolescence des gens qui passent derrière ce micro et ce qu'ils font aujourd'hui pour essayer de voir et essayer de comprendre à quel moment il y a eu des déclics, même si on le comprend que plus tard, et aussi essayer de prendre du recul, de la distance. Et enfin, dernière chose, parler des gens, des parcours, ça permet de faire plus écho, parce que l'objectif de ce podcast, c'est de démocratiser l'économie sociale et solidaire, de la faire plus connaître, mieux connaître. Et du coup, l'idée, c'est de le faire à travers le parcours des gens. J'ai dit beaucoup l'idée. Et beaucoup parcours. Donc on va essayer de. Mais pourtant je fais pas du tout de parcours. Ouais, je sais. Mais moi j'ai pas beaucoup d'idées non plus, donc je me sers des idées des autres plutôt. Donc on va essayer de supprimer ces deux mots dorénavant. Et il y a des petites questions marottes. Marottes qui sont à la fois des questions marrantes et rigolotes. Exactement, voilà, et qui parlent de parcours et d'idées. Du coup, on a des questions marottes dans ce podcast pour permettre d'enclencher la discussion. Et la première que je pose, en général, c'est toi, Nicolas. Qu'est-ce que tu penses que tu as fait qui a contribué à sauver le monde ou la planète dans ta vie aujourd'hui? Qui a contribué à sauver le monde carrément? Ouais, direct. Alors déjà, est-ce qu'on va sauver le monde? Ça, c'est une autre question. Grand suspense. Donc voilà, on verra. D'ailleurs, on ne sait pas, c'est le titre de mon spectacle, comme ça c'est calé dès le début. Exactement. Non, je pense qu'à travers mes vidéos, en tout cas, j'ai essayé d'inspirer le plus grand nombre possible. Et je sais que ça a un impact, puisque nombreux et nombreuses sont les personnes qui sont venues me voir en me disant, ben voilà, à cause de toi ou grâce à toi, de quel côté tu te trouves, j'ai changé d'études, j'ai changé de métier, je suis devenu végétarienne. Voilà, je pense que j'ai eu de l'impact sur pas mal de choses, parce que comme j'ai fait des vidéos pendant 10 ans sur des problématiques sociologiques, économiques et surtout écologiques, et qu'à la fin, je donnais la clé de ce que moi j'avais fait pour ne plus faire partie de ce problème, et ben, je pense que cette clé-là que je me suis appliquée a inspiré d'autres personnes à les pratiquer aussi. Donc partage, inspiration et vulgarisation des choses pour permettre que ce soit le plus accessible au plus grand nombre. Exactement. Très bien. On va retourner du coup dans ton histoire un petit peu. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais nous donner quel est le son, l'ambiance ou la couleur de ton enfance grenobloise, si j'ai bien compris? Mais en fait, il y en a plusieurs. Mais c'est pas grave, vas-y. Parce qu'en fait, moi, j'ai grandi avec mes grands-parents maternels et paternels. J'alternais entre les deux. Ok. Et du côté de ma mère, ils sont émigrés algéro-espagnols. Donc, Okay. ils vivent en cité au village olympique, pour ceux qui connaissent le village olympique à Grenoble. Bien sûr. Et avec les grands-parents donc, du côté de mon père, qui eux étaient bergers à la montagne en dessous des Sept-Lots. Ah, bien au-dessus sûr. d'Alvar. Vu qu'on est sur un podcast mondialement connu, mais quand bien même sûr, local, bien sûr. je pense qu'on peut donner les blases. D'habitude, je dis à la montagne. Non, voilà. mais... Là, c'est bon, on peut citer un peu. Donc, à Prapout, quoi, pas loin de Prapout. Alors justement, sur l'autre versant, l'autre côté, ok, très côté Pléné. Ok. Et donc finalement, j'ai eu cette double culture petit, à la fois très citadine et à la fois très rurale. Ok. Très bien. Et donc du coup, c'était une alternance de chant, est-ce qu'il y avait un peu de ski, enfin d'activité de neige, et de l'autre, par contre, on est au Tiécar. C'est ça. Le VO Vinimusé, l'arrêt de tram là-bas.
Grand Place. Grand Place plutôt, d'accord, ok. Mais ouais, en gros, c'était ça l'idée. C'était, ouais, effectivement, d'un côté, la vie en cité. Mais j'étais petit, donc j'ai pas vécu la cité comme elle est dépeinte dans les médias, dangereuse, avec le deal et tout ça. Qui est d'ailleurs, la plupart du temps, très loin de la réalité. En plus, mais quand on est petit, on voit pas tout ça. On voit juste plein de copains et la possibilité, c'est vrai qu'on est quand même peut-être dans ces milieux, dans ces quartiers, plus laissés... on vit plus par soi-même. Je veux dire, j'avais 8 ans, je rentrais à minuit. Tu vois, je connais pas beaucoup de jeunes de 8 ans dans les quartiers bourgeois qui rentrent chez eux à minuit, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y avait ça d'un côté, où moi, une enfance très marrante en quartier, et en même temps une enfance très marrante à la montagne, parce que pareil, je veux dire, moi, alors... Bon, maintenant, il y a prescription, donc je peux en parler. Mais genre, mon grand-père, j'avais 12 ans, il me laissait son camion et j'allais chercher le pain en camion. Hein. Oui. Tu vois, parce qu'il y a une autre forme de liberté. Une autre énorme liberté, en fait, tu vois. Et donc, du coup, et puis alors voilà, des balades interminables où je me perdais dans la montagne, où je construisais des cabanes avec mes frères. On faisait du vélo, on faisait ce qu'on voulait. En fait, on construisait tout ce qu'on voulait. J'étais gamin, j'avais accès à tous les outils de mon grand-père. Il me disait, tu te sers, tu fais ce que tu veux. Donc ça pouvait être très dangereux parce que genre j'avais 12 ans, je faisais de la tronçonneuse, tu vois, genre et personne et les adultes disaient oui, c'est normal, il a 12 ans, tout va bien, tout va bien. C'est un gars du coin, c'est normal. C'est ça, tu vois. Le gamin, il a 12 ans, il conduit un camion, il klaxonne quand il croise les adultes sur la route, il va chercher sa baguette. C'est le petit Mérieux, vous inquiétez pas. Non, vous inquiétez pas, il gère. Ok. Voilà. Et après l'enfance, il y a l'adolescence. Une période plus ou moins qu'on vit avec succès, plutôt moins que plus d'ailleurs. Et là, c'est pareil, il y a un peu des repères, donc il y a l'ouverture à des choses artistiques ou des choses comme ça. Là, moi, ce que j'aime bien savoir, c'est par exemple, c'est quoi la bande son de ton adolescence? C'est quoi le groupe, la musique, l'album? Ah ouais. Ouais, NTM, Supreme NTM ou. Au plein nez, ça devait détonner un peu. Ouais, bah oui, il y a une partie où ça se passait mieux que. C'était NTM et Ferra, voilà, pour faire les deux salles. Il y a un truc qui est très bizarre, c'est que j'ai grandi dans ces milieux populaires, ruraux et citadins, ma petite enfance, mais arrivé à l'adolescence, ma mère a eu son diplôme, elle est devenue médecin généraliste. Mon père était kiné, et du coup je suis devenu un bourgeois du jour au lendemain. D'accord. Parce qu'au début j'ai grandi dans les milieux populaires, et d'un seul coup, comme mon père était à la fois kiné et ma mère médecin, t'as changé de statut social. Mais ouais, de ouf. Parce que d'un seul coup, on avait beaucoup de pognon. Je veux dire, on n'était pas des patrons du 440, mais par rapport à là où je viens, on avait beaucoup de pognon, tu vois. Et en plus, comme j'étais un enfant turbulent, comme ils ont eu du pognon, ils m'ont mis en collège, lycée privé catholique. Et donc du coup là, changement d'ambiance total. Tu vois, j'ai découvert le milieu bourgeois. Donc effectivement, c'était assez marrant parce que j'écoutais beaucoup. Non, je vais te dire vraiment, non, c'est le Science Soupa Crew. Ah, Angela. Vraiment, Angela entre autres, La Preuve par 3, Raz de Marée. Voilà. C'est celui-là que j'écoutais tous les matins parce que je me rappelle quand on allait prendre le bus le matin j'ai 2 petits frères avec le dernier sur la route entre la maison et l'arrêt de bus. On se faisait un battle de rap sur Raz de Marée avec mon petit frère. Donc c'est cet album, celui-là et le bilan d'Eneg Marron. Ah, on fait le bilan. C'est vraiment ça. Mais par contre, j'ai pas répondu à la question d'avant, mais peut-être parce que je l'ai un peu évité parce que j'avais honte sur ma bande son de mon enfance. C'était Michael Jackson, donc c'est gênant de le dire aujourd'hui. Que quand t'étais enfant, t'écoutais Michael Jackson. Par rapport à par rapport à Michael Jackson. D'accord, ok. À son bilan à lui. Judiciaire. Qui n'a pas vraiment eu lieu. Oui, qui n'a pas vraiment eu lieu, mais qui aurait titre pu. posthume. Mais bien sûr. Ok. Et du coup, le rap, ou Science Soupa Crew ou NTM, c'était une manière presque d'entretenir cette forme de rébellion du fait que tu aies changé de statut social? Ben je pense, tu vois, c'est marrant parce que j'ai jamais réfléchi, mais là tu me poses des questions. T'as bien fait de venir. C'est clair. Tu me diras combien je te dois. Mais ouais, en fait, il y avait un truc de... j'avais honte d'être bourgeois. D'accord. Et je pense que donc j'écoute un peu de rap quand même. Bah c'est ça. Non mais en vrai, je pense que en dehors du fait que c'est très bien d'ailleurs. Hein. Bah le rap c'est génial, moi ça m'a construit. Bah oui. Mais ouais, je pense qu'il y avait un petit côté... même j'avais un groupe de rap, hein, je vais pas te mentir, quand j'étais au lycée. C'est bon, ça, il faut sortir les cassettes. On va sortir les mixtapes, t'inquiète. Les mixtapes. Bientôt dans les bacs. Avec un Skyblog qui allait avec. Ouais, évidemment. On ne donnera pas le nom pour pas qu'on se fasse retrouver. Mais... Je crois que ça a fermé. Ça heureusement, ça a fermé, il y a pas longtemps. Lâche ton com sur mon Skyblog. Ok. Et donc,
À l'adolescence, il y a aussi, on voit qu'il se forment les premiers groupes sociaux dans la cour, du collège, du lycée, etc. Donc il y a les beaux gosses, il y a les intellos, il y a les marrants. Et toi, tu étais dans un groupe ou pas spécialement? Il y a aussi, entre guillemets, les losers, les geeks, les goths, etc. Bah, je vais faire une réponse un peu bateau, mais comme tous les humoristes, je m'en suis sorti par l'humour, moi, c'était Ouais. ça. Toi, tu étais, Toujours. déjà dans le groupe des marrants, Ah, en mais quelque sorte. en fait, depuis petit, c'est mon moyen de défense, tu vois, Ok. ma protection. Mais alors, du coup, vu qu'on fait un truc un peu psychanalytique là avec toi, je m'y attendais pas, mais pourquoi pas? En fait, je pense que quand je suis né, quand j'étais petit, j'ai connu quasiment. Attends, j'avais mes 2 grands-parents de chaque côté, Ouais. mais également mes arrière-grands-parents de Ouais. chaque côté, plus mes arrière-arrière-grands-parents. Ah oui, t'as tout connu. Et en fait, j'ai connu tout le monde. Et en fait, très petit, j'ai été confronté à la mort et à la tristesse dans ma famille. Ok. Et en fait, depuis mes 6 ans, il y a quelqu'un qui meurt un an sur 2, tu Ok. vois. Et très vite, j'ai eu plus personne D'accord. dans ma famille, tu vois. J'ai eu beaucoup petits, après ils sont tous morts. Et je pense qu'il y avait un côté très triste. Moi, j'ai été élevé par ma grand-mère. Elle est morte quand j'avais 8 ans et enfin, c'est bizarre de dire c'est la femme de ma vie, ma grand-mère, mais enfin, vraiment, j'ai encore, tu vois, là j'ai 38 ans. Ton adulte c'était il y a 30 référentiel, ans, quoi. Et rien que je t'en parle, j'ai déjà les larmes aux yeux, tellement c'est une personne qui a compté pour moi. Et je pense que j'ai fui toute cette tristesse gamin par l'humour, en faisant rire Ok. les gens. Ok. Et parce que je voyais que les gens étaient tristes et j'aime pas ça, les gens tristes, Ouais. moi. Non, mais c'est un réflexe qu'on retrouve souvent chez les comédiens humoristes. C'est ça. Et pour autant, même si c'est un réflexe qu'on retrouve chez tous, c'est toujours très intéressant de le savoir en particulier pour chacun, parce qu'il y a quand même une histoire différente et particulière derrière. Donc, merci de partager ça avec nous. Donc, ok, donc tout de suite dans les marrants au collège, lycée. Quel genre d'élève? Bon élève, moyenâge? Très très bon, mais à la fois adoré et détesté de mes profs parce que j'étais un gros branleur. Et je faisais partie de ces gens qui ont des facilités à l'école. Donc j'étais un gros branleur qui avait des très bonnes notes. Du coup. Et qui avait le temps de faire rire en plus. Et voilà. Bah, c'est Je ça, vois, tu vois. je vois. Donc le mec qui a des facilités qu'on a envie de claquer, en fait. Claquer à la fois par les profs et par certains élèves qui se disent Bien mais sûr. attends, mais pourquoi il me casse les couilles lui, il fait le con en cours et en plus j'avais des bonnes notes. Donc j'ai été détesté par pas mal de monde. Ok, sympa. Mais bon, j'ai évolué là-dedans. Ouais, et j'étais ouais. effectivement, j'ai failli me faire licencier, j'allais dire, virer, je sais pas combien de fois, des conseils de discipline. J'étais en colle quasiment tous les samedis. Ouais, d'autant que dans l'établissement où tu devais être, ça devait Ah, être un peu serré en plus. On essayait, ouais. Ouais. Ok. Donc après le bac, et après le bac, tu te diriges vers Médecine, parce que c'est ce que mes parents m'ont demandé de faire. quoi? Ok, pas de problème. Bah non, Ok, bah on y va alors. Non, mais en fait, à un moment donné, il faut comprendre que mes parents, une fois de plus, sont sortis de leurs conditions sociales par les études. Ouais. Et par les études de médecine. Il y avait personne dans la famille ni de mon père ni de ma mère Qui avait fait qui ça avait fait avant. des études avant. Ok. Donc eux, ils arrivent, ils s'en sortent par ces études. Ok. Il faut comprendre que quand ma mère, tu vois, t'as grandi en quartier et tu deviens médecin avec un père qui est ouvrier toute sa vie à l'usine Et qui et devait une finir. mère femme au foyer Ouais. évidemment, et ben elle a connu que ça, les Ouais. études pour s'en sortir. Ouais. Et on l'a pas aidée, elle l'a fait d'elle-même. Il y avait même Ouais. pas des gens, tu vois, des plus grands, des adultes pour lui dire vas-y fais tes études, je peux t'aider pour tes maths, pour ta physique. Non, elle s'en est sortie toute seule, ma mère, tu vois. Ouais. Et donc du coup, elle connaît que ça. Aujourd'hui, maintenant, elle a vieilli, elle a pris beaucoup de recul, elle a fait sa vie. Mais Ouais, quand bien j'étais sûr. petit, elle était petite, elle m'a eu à 21 ans, ma mère. Ouais. Tu vois. Donc elle connaissait que les études de médecine en fait. Ouais. Donc on m'a dit si tu veux pas retourner dans la Hesse, fais des études de médecine. Donc j'ai fait ça. Ok. Mais Et- j'en avais pas du tout envie. D'accord. Et du coup, ça s'est arrêté quand, les études de médecine? T'es allé au bout? J'ai ou fait 2 su- premières années. Ok. Et là aussi la deuxième année ça s'est mal passé parce que j'ai fait un très bon classement sans travailler beaucoup. Donc enfin très bon classement. Le retour des claques. Voilà. Non mais c'est vrai en plus je me rappelle Ouais. le mec qui voulait me casser la gueule le jour des résultats pour de vrai. Ah putain. Mais tout ça pour dire que j'ai pas bossé donc je l'ai pas eu, mais de toute façon j'avais pas envie de faire ça en fait. Oui. C'est ça qui est drôle, on va certainement le voir plus tard, mais quand j'ai envie de faire un truc, même s'il faut dormir dehors, j'y arrive. Quand j'ai pas envie de faire un truc, Ouais. je m'en fous en fait. Tu vois. Mm. Et en l'occurrence, médecine, je faisais juste pour faire plaisir à mes parents, mais pas parce que j'avais envie de faire médecine. Ok. Donc je l'ai raté 2 fois. Mais je donnais des cours de snowboard au Sept-Lô à cette époque-là, donc c'était Ah. quand même très sympa. Ah en bah même oui, temps que tu j'étais m'étonnes. en première année de médecine. Quoi. Ouais. Ça faisait un bon passe-temps. Voilà, exactement. Et rémunérateur en plus, peut-être. le Ouais, passe-temps. c'était vite fait, tu vois, je donnais des cours dans des écoles et tout, donc c'était Ouais. histoire de payer le forfait de la saison. Et, J'entends. Et du coup, puisqu'on est dans un podcast aussi où on cherche la quête de sens, à cet âge-là, c'est aussi fin d'adolescence, etc., l'âge à laquelle on prend pour la première fois conscience qu'il y a un monde au-delà de nos parents, nos amis, nos activités, etc. Donc il y a souvent un fait d'actualité ou quelque chose qui nous a marqué. Est-ce que toi, tu as un souvenir
d'un premier fait d'actualité où tu t'es dit ah ouais, en fait il se passe des trucs loin mais qui peuvent me concerner. Le 11 septembre. Ouais, c'est le seul fait d'actualité marquant de mon enfance, je crois. Dont tu te souviens vraiment au précisément lycée, ce que tu faisais. Je me rappelle qu'on a arrêté les cours, on a mis la téloche en classe. J'ai ce souvenir là aussi. Pour regarder ça. Genre c'était midi ou 13h et personne ne revient en cours l'après-midi. Mais justement, moi j'ai passé l'après-midi en classe à regarder ça. Ouais, voilà. Et c'est le seul fait marquant dont je me souviens d'actu, quoi. Ok. Et donc là, tu prends conscience que il se passe des choses loin mais proches. Ouais. Ok. Mais avant ça, je dirais, parce que vu qu'on parle d'économie sociale et solidaire aujourd'hui dans cette journée, on va y venir. Moi je pense que le truc qui m'a le plus choqué, c'est justement le fait de venir de classe sociale populaire et d'arriver dans un lycée bourgeois. Moi, il y a vraiment un truc qui m'a choqué. C'est le problème lié à l'argent et l'entraide. Okay. Moi, je me rappelle d'un mec qui un jour, tu sais, sur la carte de cantine, m'avait payé un pain au chocolat parce que j'avais plus d'argent sur ma carte de cantine. Ouais. Et c'est un gars qui, enfin, moi, j'ai grandi dans le partage, tu vois. Ouais. Donc, quand on a goûté ou de la bouffe, on invite tout le monde et on partage tout, tu vois. Et genre 6 mois après, il m'a dit tu me payes un pain au chocolat parce que tu te rappelles cette date, je te l'ai payé donc tu m'en dois un. À 12h13, très ouais, exactement. Et j'ai fait waouh, ouais. Où est-ce que je suis là, tu vois. Ça m'avait choqué ça déjà. Les problèmes des inégalités sociales en fait. Je me rappelle parce que chez ce même gars-là, il m'avait invité chez lui, je devais être en 5e je pense. Et c'était la première fois que je voyais des interrupteurs à volet électrique. Et je me rappelle avoir passé la soirée chez mes parents à leur dire, tu te rends compte, ils appuient sur un bouton chez eux et le volet il descend. C'est incroyable, non? J'étais choqué, j'avais jamais vu ça de ma vie, tu vois. Ok. Ouais. Donc c'est un premier truc un peu phénomène de société qui te percute. Ouais, ça c'est le truc qui me percute. Et avant ça encore, déjà petit, je me rappelle que les adultes se foutaient de ma gueule parce que souvent je posais la question, pourquoi on vit pas comme les Schtroumpfs? C'est vrai que ce serait plus simple. Bah, non mais tu vois, on vit dans la nature, fait ce qu'on aime faire, voilà, ouais. Chacun a sa fonction qu'il aime faire et on s'échange des services. Il y a Gargamel quand même un peu relou le mec, chiant, mais bon, ça il faut toujours qu'il y ait un méchant. Ouais, bien sûr. Tu vois, sinon la vie est trop simple. Mais ce côté, tu vois, je posais toujours cette question et tout le monde se foutait de ma gueule. Mais en vrai, bah oui, on peut encore se la poser aujourd'hui. Parce que la société idéale, ce serait pas les Schtroumpfs. Bah, franchement. Et bah, justement, on y vient à la société idéale. Toi, dans ton parcours, justement, au-delà du fait que tu t'es obligé à faire médecine alors que tu voulais pas, etc., à quel moment tu as le déclic de dire, ok, il faut que j'essaye d'aligner ce à quoi je crois, mes convictions, ma vie perso, ma vie professionnelle. Est-ce qu'il y a, pareil, un moment ou est-ce que ça s'est fait petit à petit, ou est-ce qu'il y a un élément ou un événement qui t'a percuté, que tu dis ouais, non, là il faut que j'arrête les conneries, il faut vraiment que je m'aligne? Ouais, bah, en fait, moi depuis que je suis petit, je dis à mes parents que je vais être comédien. Ils n'ont jamais voulu, pour les raisons que je t'ai expliquées tout à l'heure. On a compris. Et ouais, parce que pour eux, j'allais finir. Troubadour. Ouais, c'était ça. Mais d'ailleurs, mon grand-père, après, quand j'ai fait le choix, m'appelait le troubadour. Tu vois. Pour lui, c'était pas un métier que je faisais. Ouais. C'était... Ah, tu fais rigoler les autres. Ah ouais, super. Non, mais tu vois que j'allais faire du jonglage au feu rouge. Tu vois. C'était vraiment ça que je pensais que j'allais faire. Tu vois. Et je critique pas ces gens qui s'en sortent comme ça. Hein. Mais c'est eux dans leur inconscient. Alors que moi, j'avais un projet, à mon sens, beaucoup plus sérieux. Eux, c'était vraiment comme ça qu'ils me voyaient. Tu vois. Et en fait, du coup, ils avaient peur que je retourne dans un endroit compliqué socialement et financièrement et dans la galère, tu vois. Et en fait, j'ai toujours voulu faire ça. Et donc, mon oncle, donc le frère de ma mère, lui a un petit peu un parcours, on va dire, un peu similaire dans le sens où lui a grandi en cité aussi, puisque c'est le frère de ma mère. Et c'est un artiste contemporain aujourd'hui qui est mondialement connu, reconnu, mon oncle, qui s'appelle Philippe Parreno, si vous regardez ce qu'il fait. Et en fait, mon oncle, lui, je l'ai vu dans la galère parce qu'il faisait les beaux-arts à Paris, il rentrait en stop, parce qu'il dormait dehors, ou dans des squats ou quoi, il rentrait en stop le week-end pour que ma mère lui fasse des tubes et qu'il remonte à Paris en stop. Donc j'ai vraiment vu mon oncle galérer dans la vraie galère. Et aujourd'hui, Dieu merci, il s'en sort très bien. Ça a marché. Ouais. Et en fait, ce gars-là m'a toujours demandé, tu veux faire quoi plus tard ? Et je lui ai toujours dit, je sais pas, médecine, dentiste, kiné, enfin ce que mes parents m'avaient dit de faire. Et il m'a toujours dit, non, c'est pas ça. D'accord. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'il avait beau de me dire non, c'est pas ça. Je savais qu'il avait raison. Il avait l'intuition aussi. Mais je lui ai jamais dit, t'as raison, c'est pas ça. Ouais. Jusqu'à ce que. Donc, après mes 2 ans de faculté de médecine, je fais 1 an de fac de sport et derrière, je fais prépa kiné. Ok.
Et donc, je suis à Paris en train de passer les concours pour entrer en école de kinésithérapeute. Et je mange avec lui à Paris. Et il me repose la question. Alors que je fais quand même un concours pour devenir kiné. Hein. Ouais. Il me dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et je dis, comédien. Et il m'a répondu, fais-le. D'accord. Et ce jour-là, électricité dans tout mon corps. Mais vraiment, j'ai comme senti, comme si je me faisais prendre par la foudre. Frisson de partout. Envie de faire pipi. Parce que stress. Ouais. Mais grave, je vais faire ça en fait. Ouais. Qu'est-ce que je me fais chier là? Je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et ce qui m'anime, quoi. Ok. Et c'était ça depuis petit. Et donc, du coup, de là, je dis à mes parents, cet été, je vais en vacances chez un pote à Paris. Et en fait, que nenni, je m'étais inscrit à un stage au cours Florent. Et je vais là-bas 2 semaines en stage d'été. Et là, révélation, je me suis dit, mais en fait, je suis fait pour ça. C'est ça que je veux faire depuis petit. Et c'est ça que je dois faire, en fait. Ok. Et donc, du coup, à l'aune de tout ce parcours-là, et de la journée qu'on vit autour de l'économie sociale et solidaire, comment tu te vois, toi, et cet écosystème en 2030, 2040, ou qu'est-ce que tu souhaiterais voir pour toi et pour cet écosystème pour dans 10-20 ans? Alors, l'écosystème. L'écosystème de l'économie sociale et solidaire. Ou plus largement du secteur des activités à impact positif sur les questions environnementales et sociétales. Voilà. Grande question. Ouais, hein. t'aurais dû me la poser avant que je vienne, quoi. Non, mais il n'y a pas besoin d'être très précis. Hein. Non, mais en fait, tu sais, il y a une phrase de Henry Ford. Ok. Alors, c'est bizarre parce qu'on dit Henry Ford. Ouais. On est quand même peut-être à l'opposé de l'économie ce dont on veut sociale et parler. solidaire, c'est sûr. Et pourtant, Henry Ford avait dit: mon système économique n'est viable si et seulement si le plus haut salaire de l'entreprise, donc le patron, ne gagne pas plus de 20 fois le plus petit salaire de l'entreprise. Ok. Et rien qu'on fait ça, ça fait quand même On des dirait du sacrés... Mélenchon aujourd'hui. Ben ouais. Et pourtant, tu te rends compte que c'est un des gars qui est à la base du libéralisme. Hein. Bah, bien sûr. Et ce gars-là a dit ça. Et je crois qu'on l'a oublié. Donc, vu les extrêmes dans lesquels on est allé, et que a priori, bon, avec le recul, à moins d'une énorme révolution, je ne vois pas comment on va pouvoir sortir d'un système capitaliste. Tu crois pas que Bernard Arnault il va accepter ça? J'aimerais beaucoup. Ouais. Mais en tout cas, si on arrivait à tendre vers ça, c'est-à-dire vraiment des vases communicants, arrêter de les super profits, ou en tout cas, s'ils existent les super profits, les reverser directement dans l'environnement, dans le social, le solidaire, ce serait énorme parce que du pognon, on n'en a jamais eu autant sur la planète. Seulement, ce pognon, il n'y a jamais eu autant de milliardaires également qui font de la merde avec leur pognon, tu vois. Donc moi, mon rêve, ce serait qu'il n'y ait plus de milliardaires. Quelques petits millionnaires, parce qu'allez, on va pas couper des têtes non plus. Ouais, on l'a déjà fait, ça n'a pas marché. Mais, je veux dire, qui a besoin d'autant de pognon? Ouais. Personne. Par contre, l'humanité en a besoin pour se relever. Voilà. Je pense que j'aimerais une meilleure répartition des richesses. Ce serait mon rêve. Ouais. Les inégalités sociales ancrées. Ouais. Ok. Merci beaucoup, Nicolas, pour ton prie. témoignage. Et merci de t'être prêté au jeu du podcast Agilou. Avec plaisir. À bientôt. Et demain soir, déjà, on ira voir ton spectacle. Et dès que vous en avez l'occasion, venez voir Nicolas Mérieux. Et sinon, YouTube, Instagram, évidemment. Évidemment. Merci, Nicolas. Merci à toi.